écoute, je te remercie, Marc, pour l'invitation. Vraiment, je regrette de ne pas être parmi vous. J'ai essayé de faire quand même une présentation. J'ai même mis des petits dessins pour vous, pour la rendre plus agréable. Donc, comme l'a dit Marc, je continue. Pardon. Ah oui. Je vais vous inviter à une kaléidoscopie du système scolaire en m'appuyant sur des extraits, des bribes de chansons. J'ai fait, J'ai fait le choix de m'appuyer sur et de convoquer bon nombre d'extraits, de bribes de chansons. Je vais m'en expliquer. Alors, j'ai commencé par un extrait de Gilbert Lafaille pour donner le ton. Hein. Tu vois ce que tu vois, ça dépend de toi. En tournant de doigts, on peut voir la vie, kaléidoscope, microtélescope, miroir aux envies. Donc, ce qui est important dans le kaléidoscope, c'est qu'on assume un point de vue. Donc, comme je viens de le dire, l'idée de cette présentation, c'est d'assumer un point de vue sur l'école, un point de vue qui a été reconstruit à partir de morceaux, de bribes de chansons, et afin de les organiser dans un modèle du système scolaire. Et j'ai utilisé pour ça une démarche que j'ai un peu élaborée pour l'occasion, qui s'inspire du principe du kaléidoscope. Voilà. Et puis j'aboutis à un modèle qui est un modèle triadique du système avec un cadre et puis métier d'élève et métier d'enseignant. Mais ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Je dis quelques mots de la méthode parce que je l'ai construite exprès, donc c'est important de la partager. Donc, en 4 points, je vais rappeler le kaléidoscope, voir le matériau qui est utilisé pour cette démarche, la chanson considérée comme un détritus, en tout cas quelque chose qui est proche du déchet, on va y revenir, et puis cette souci de mettre en cohérence cette dispersion de bribes de chansons et quelques repères pour caractériser les chantiers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un kaléidoscope? Si on prend l'étymologie, c'est beau, c'est une image, il faut regarder. Donc, vous avez les trois composantes de l'étymologie du kaléidoscope. Donc, vous le savez, c'est un jouet avec des tubes, enfin, en forme de tube, qui a plein de petits objets, des morceaux de tissu, des morceaux de verre, qui se déplacent dans le tube, qui forment des motifs symétriques. Et chaque fois que l'on tourne, on secoue le tube et le motif change. Il y a quand même deux choses à retenir pour la recherche. D'une part, la question du matériau, qui est un matériau qui est peu considéré. Alors, ils parlent de détritus et ils disent qu'il faut faire, enfin, que le chercheur est contraint de faire l'histoire avec les détritus même de l'histoire. Et en même temps, le kaléidoscope renvoie aussi à une fonction similaire d'un miroir, c'est-à-dire passer de la dispersion à une forme de cohérence, ce que va tenter d'être le modèle que je vous proposerai pour finir. Donc, le matériau, la chanson comme détritus, le mot est un peu fort, mais bon. Alors, on pouvait choisir la chanson de manière positive, puisque ça a été travaillé par la sociologie en particulier, les chansons. Mais bon, s'il y a une charge affective importante, une imprégnation de la mémoire collective, une dimension politique. Mais malgré toute cette force-là, cette potentialité, le statut reste largement dégradé. La chanson est peu considérée. Gainsbourg la qualifie d'art mineur, parfois il parle de mouconnerie. Donc, c'est un matériau qui est proche de ce que les auteurs précédents appelaient le détritus. Ce n'est pas un matériau noble comme d'autres. Et le deuxième volet de cette démarche, c'est aussi l'idée de mettre en cohérence cette dispersion avec une première étape. Elle se fait en 2 étapes, cette mise en cohérence. Une première étape qui est inductive, qui est une analyse thématique de contenu assez classique, où on va mettre au jour des catégories d'analyse à partir des convergences et des divergences entre des bribes de chansons que j'ai sélectionnées comme étant signifiantes. La seconde étape, à partir de ces catégories, c'est leur mise en relation et leur articulation au sein de l'ensemble cohérent, ce que j'ai qualifié de modèle. Si je vais trop vite, vous me dites parce que je n'entends pas du tout que j'ai aucun retour. Alors, quelques éléments pour terminer cette partie. Donc, comme l'a dit Marc, c'est un corpus de 46 textes.
il y a 4 chansons qui sont tombées d'elles-mêmes, parce que vraiment, elles ne disaient rien. Hein. Qui a eu cette idée folle le jour d'inventer l'école? C'est à l'école Tagadagada qu'on fait des bêtises, d'accord. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Bon, c'est pas très parlant tout ça, donc celle-là, je ne les ai pas gardées. Et puis, donc, j'ai construit encore plus à partir des connaissances que j'avais des chansons françaises, et puis de recherche systématique avec des mots-clés sur Internet, des classes, collèges, écoles, etc. Comme l'a dit Marc, je l'ai ouvert à des chansons en langue dite minoritaire, l'occitan avec Claude Marty, et le breton avec Gilles Servat, même si Gilles Servat chante en français. C'est un corpus où bizarrement ne figurent que 3 chanteuses. C'est quand même assez surprenant qu'on ait un discours à dominante masculine alors que le système scolaire est de plus en plus féminisé. Bon, l'analyse thématique et le contenu inductif, je n'y reviens pas. Un point important, les chansons sont positionnées toutes sur un plan d'égalité, quelle que soit la période de création, donc ça couvre des périodes très larges, hein, un niveau de scolarité, que ce soit l'école primaire, maternelle ou le lycée, le point de vue adopté, est-ce que c'est un élève ou un enseignant qui parle parfois le CPE, mais c'est rare, ou les caractéristiques de leurs auteurs, est-ce que c'est un homme, une femme, un Français, un Belge, etc. Donc, en fait, chaque... Oh là là, pardon, excusez-moi, ça a déroulé. Voilà, j'ai été là. Chaque bribe de chanson, donc, contribue à co-élaborer un discours collectif qui donne à voir le système scolaire. Alors, la première grande catégorie, c'est l'institution scolaire qui se pose comme un cadre particulièrement prégnant. Donc, il y a 3 points. Le système scolaire est une institution qui est forte, puissante et coercitive. Elle met en œuvre de larges processus de normalisation, aussi bien pour les acteurs, les élèves, les enseignants, que leurs pratiques, que leurs personnes, même les contenus enseignés et les valeurs diffusées. Et forcément, face à ce processus, il y a des modalités de résistance et de rejet de la part des acteurs. Alors, la normalisation de l'élève d'abord. Alors, l'élève, il se situe entre l'antifigure du cancre, et je vous prends des exemples. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cancre? Dans les chansons, le cancre, c'est d'abord un élève qui échoue. Excusez-moi, monsieur le professeur, je ne connais pas mes leçons par cœur. Je suis comme le cancre qui ne sait jamais sa poésie. Une écolière au tableau noir qui ne retenait pas grand-chose. Les sinistres de son histoire n'entraient pas bien dans sa mémoire. Le cancre, c'est aussi un élève sanctionné, en particulier par les résultats, resté au coin avec un bonnet d'âne à copier des lignes de tableau. Elle avait des mauvaises notes, comme on en met à la linote. Elle avait des triples zéros, comme on en donne aux étourneaux. C'est le tango du temps des zéros. J'en avais tant, des minces, des gros, que j'en faisais des tunnels pour Carlo, des auréoles pour Saint-François. Le cancre, c'est aussi un élève en souffrance qui a intériorisé complètement sa cancritude, si je peux me permettre. Je vis tout seul au fond de la classe, je dis je vis, mais pas vraiment. Je n'ai pas de cervelle, j'ai de la classe pour faire tout petitement. Si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est qu'un autre à ma place est toujours le premier. Donc, on a d'un côté le cancre et de l'autre la figure privilégiée du chouchou. Alors, le chouchou, c'est l'élève préféré. Les purs, les vrais intelligents, vous savez, ceux qui sont toujours au premier rang, pendant qu'ils vivent la vie des autres, la vie des bons auteurs, la vie des 12 apôtres. Le chouchou, c'est l'élève qui apprend facilement et qui reçoit les louanges qui vont avec. Toutes les conneries enseignées en classe, il les avalait comme une tasse de thé. Il nous faisait peur avec sa mémoire qui, dans les écoles, passe pour du talent. C'est le tango des récompenses qui vont à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Le chouchou, c'est aussi l'élève dont la vie est quand même très enfermée dans le monde scolaire. Hein. C'est le tango des foranthèmes, boutonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. Et je rajoute une remarque que m'a soufflé Antoine, hein, quand même. Je la mets, mais c'est lui qui l'a trouvé. En fait, les interprètes des chansons désignent toujours le cancre par je et le chouchou par il. Donc, on sent bien que l'identification des interprètes des chansons reste du côté du cancre. Alors, on a eu la normalisation de l'élève, on a la normalisation de l'enseignant, avec tout le rejet de toute forme de dissidence. Brave instituteur, il se rendit compte que la joie de vivre était un grand art.
Un jour, il l'a dit sans en avoir honte, il fut renvoyé avant nous, le vénard. J'étais jeune instituteur de police, c'était un instituteur pour le crédit. J'avais beau faire le méchant, on n'y croyait pas vraiment. Dans ma classe, on était en récréation. Même les formes de dissidence qui pourraient relever de l'affaire personnelle et pourtant privée, hein, on va retrouver Fervat. Il y avait une institutrice à Sainte-Anne de Quimperlé qui, n'y voyant pas malice, épousa un divorcé. Elle fut mise à la porte sans aucune hésitation. Il ne faut pas des gens de cette sorte dans une bonne institution. On a normalisé les personnes, on va dire, les enseignants. On normalise aussi les pratiques des enseignants. L'innovation pédagogique est proscrite, même quand elle vient de Brassens. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse. La question de l'efficacité, qui est chère à certains d'entre vous, est ici interrogée. Les formes collectives, pourtant de concertation, qui sont très colophages, sont promues et prescrites par l'institution. Les directives du ministère nous imposent de faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions ou pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Les modalités d'évaluation sont neutralisées et parfois même inversées. Fini les notes de temps en temps, il faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation, ce n'est pas toi qui l'as fait. Eux, ils te disent si tu es cool. Je préfère quand même qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Une dégradation des ambitions de l'école apparaît, l'installation progressive d'une école au rabais. Impossible de les faire redoubler, les pauvres chéris. Il ne faut surtout pas les perturber. Les programmes, alors je ne vois pas parce que j'ai le truc devant là. Bon, je vous laisse continuer parce que je ne peux pas voir ce qu'il y a écrit. Les programmes, ça les assomme, je ne vois pas la suite. Normalisation aussi des contenus enseignés, puisque on a, alors les langues et les cultures minoritaires sont niées, voire réprimées, ça ne s'arrange pas vraiment, en France en tout cas. Et pourquoi ne m'ont-ils pas parlé à l'école la langue de mon pays? Ils m'ont appris tant d'histoires, Lutèce, Paris, mais pourquoi ne m'ont-ils pas dit à l'école le nom de mon pays? Le maître d'école a suffisamment tapé sur mes doigts quand je disais des mots du dialecte maudit. Ça passe aussi par la promotion d'une morale scolaire qui est diffusée, mais qui est quand même bafouée par l'institution elle-même. J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. Et puis, on voit la structuration d'une norme morale, d'une sorte de prêt-à-penser, avec un discours qui porte à la fois sur les dirigeants nationaux, que le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et on est toujours les mêmes. Un discours qui porte sur les fonctionnaires pour l'ordre, la sécurité et la justice, que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. Et un discours qui porte aussi sur la politique internationale et ses conflits. J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. Face à ça, la voie, c'est de développer l'esprit critique. Hein. D'abord, un esprit critique comme une résistance contre le prêt-à-penser très normalisé. Peut-être que tant de connaissances nous cachent la vérité. Nous apprendrons seul que sur Terre ne règne pas la liberté. L'esprit critique qui pourrait trouver place dans une sorte de curriculum alternatif, qui serait une voie pour un autre avenir. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On ne parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Ce que je peux vous faire comprendre, c'est que je compte sur vous. Ne suivez pas notre exemple et promettez-moi un monde meilleur. L'esprit critique, on le retrouve dans les interrogations écrites de Gilbert Lafayette, qui deviennent des instruments politiques, puisqu'ils vont investir les énoncés, les conflits sociaux à propos des trains, l'heure d'arrivée, mais et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise? La condition des paysans, combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté et combien d'artichauts finiront sur les routes? La corruption des élus, calculer le prix d'un an, compte tenu que le maire a touché 5%. Et les catastrophes écologiques, combien de kilomètres de côtes seront pollués par les hydrocarbures? Et parfois même, cette critique va soupçonner l'institution d'avoir un projet d'asservissement des élèves qui va à l'inverse de la visée émancipatrice qu'elle promeut pourtant dans ce discours.
Mais l'école, si ça rendait les gens libres et égaux, le gouvernement dirait que c'est pas bon pour les marmots. Et donc, il y a, par rapport à cette normalisation forte de ce point de l'institution, apparaissent différentes formes de rejet de l'institution, rejetée parce qu'elle est inutile socialement. J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. J'ai fait les deux écoles et ça n'a rien changé. Elle est rejetée pour son échec de sa mission auprès de la génération. Hein. Non, non, n'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Pour son excès de coercition, pour moi, l'école, c'est pire que le bagne. Nous, on ne veut pas aller à l'école, on préfère voyager, prendre notre vol. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Autre forme de rejet qui est là beaucoup plus radicale. Je disais d'alcool à l'école, je mettais de la couille dans les WC, les profs étaient tous des branleurs, la directrice ne peut pas m'attaquer. Je passe ma vie en heure de colle, je suis H24 défoncé. J'étais mauvais d'après les uns ou feignant d'après les autres, je vous passe la suite. Et dites pas à la prof d'anglais, je regrette de l'avoir pas fait. Donc, on a vu dans une première partie, je ne sais pas si je vais trop vite, j'ai aucun retour, c'est un peu compliqué. Donc, la première partie, c'est sur la normalisation de l'institution. Et là, on rentre sur une deuxième partie avec le métier d'élève qui se décline en quatre composantes. La dimension temporelle du métier, avec la coïncidence avec la période de l'adolescence. La dimension affective de la relation pédagogique, le travail scolaire avec sa réalité et ses conditions difficiles, et puis notamment le sens d'un métier d'élève qui est un peu délicat, plus largement. Alors, c'est une période de la vie, le métier d'élève. C'est déjà cadencé par la durée d'une seule année scolaire. Nous sommes connus de l'été à l'été, si vite disparu, mais au fond, à jamais. Mais c'est surtout la période de turbulence de l'adolescence et les premiers émois amoureux, sexuels. Mais c'est le tango du temps béni ou pour un baiser trop petit dans la clairière d'un jeudi à Rosy, cousine Rosa. Monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Cette année-là, j'avais posé les yeux sur la coupe incendiaire de ma professeure de droit. Elle avait mis le feu en moi, j'avais avalé la lumière. J'aurais aimé la terre entière, seulement des femmes, pas de jeunes. Le temps génère aussi une forte nostalgie rétrospective qui est ravivée au moment de la parentalité. Alors déjà, mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines rosas. Il fallait mon enfant pour que je le comprenne. Il fallait mon enfant pour qu'enfin je l'apprenne, pour que tout soit limpide et clair en une seconde. Votre métier est bien l'un des plus beaux du monde. Alors, la dimension affective de la relation pédagogique, celle-là, on l'attendait assez. Bon, c'est déjà la réciprocité qui la caractérise. Il a donné son dernier cours, les derniers mots du dernier jour. Au revoir les enfants, il est tard, il est temps. Mon regard vous suivra longtemps. Au revoir les enfants. Et cette minute est comme un rêve qu'il veut garder. Il se dirige vers la porte en souriant pour faire en sorte de ne pas pleurer. La mémoire est dans notre cœur. Au revoir, professeur. De nombreuses marques aussi d'affection apparaissent dans les chansons de la part des élèves. Asseyez-vous, disait le professeur, comme par hasard, personne n'était debout. On se levait pour se rasseoir en cœur car on l'aimait beaucoup. Pourtant, ma maîtresse, je l'aime bien. Elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je ne comprends rien, elle me le réexplique, elle est patiente. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aime. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Et c'est une imprégnation qui est très durable, et même parfois structurante pour la vie. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous, malgré le temps qui s'envole, il n'est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Je n'oublierai jamais le jour, c'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui disait tout bas, fais bon voyage. Alors, dans le travail d'élève, les conditions de travail sont assez difficiles. On trouve des locaux insalubres, mon école qui tombe en rue, des effectifs surchargés. Dans chaque salle, il y a plein de bruit. Moi, dans ma classe, on est 29. Nous, on ne doit pas être entassés au fond des classes. L'absence de mixité sociale. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles et puis on est un peu disciplinés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Des moyens pédagogiques limités. Ma maîtresse a tout plein d'idées de projets pour les sorties, mais on a 2 cartes par an qui sont prêtés par la mairie. Une quantité
disproportionné de fourniture scolaire à transporter, soudain un peu non cartable et lourd comme un cheval mort. Le travail d'élève avec des cadences infernales aussi, journées qui sont très dures, ça nous fait des bonnes journées, tu vois. La vie d'écolier, c'est pas ce qu'on croit. Joie, liberté, rire et nirvana. La vie d'écolier, non, c'est pas ça. Les semaines explosent largement les règles du code du travail. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais pour pas finir chômeur. Mais plutôt pour finir chômeur, pardon. Je dis rajoutons pour les internes la coupure de l'isolement. Ils se trouvaient seuls le soir dans leur lit, dans le grand dortoir. Ils passaient à elle en pleurant où es-tu donc pour ma maman, et ils suçaient les sucres d'orge en caressant de leurs 10 doigts les bonbons et les chocolats qu'elle apportait dans sa tanière. C'est un travail sous coercition. La surveillance dite légitime est assidue. C'est le tango des bons pères qui surveille l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Monsieur le surveillant des classes secondaires passait ses nuits à espionner comment les jeunes étaient couchés, bien que les bras croisés sur la couverture de l'aide, des fois qu'on aurait des idées. Elle s'insinue jusque dans la mise sous tutelle de tout esprit critique et collectif. C'est le tango des promenades de 2 parcelles sous les arcades, cernées de corbeaux et d'alcaldes qui nous protégeaient des pourquoi. La coercition dérive parfois vers des formes de violence, alors qu'ils peuvent être symboliques, des sanctions dégradantes. C'est ça la vie, une kyrielle d'humiliation. Elle nous retient après à l'école pour effacer les leçons sur les tableaux, décoller les chewing-gums sous les pupitres et faire des dictées que je ne comprends même pas le titre. Des sanctions qui apparaissent disproportionnées. Je me suis chopé fin sa ligne, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est dégueulasse. Et parfois physique, avec châtiment corporel. Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour peut amuser à leur pied dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé à leur taper dessus. Alors, la question de ce métier, c'est que ce métier, les élèves ne trouvent pas le sens de ce métier. Ils ne comprennent pas la finalité de l'école. Quand vous faites l'appel, je vous réponds absent, c'est parce que j'ai perdu votre école. Et pourtant, je la cherche partout à travers les deux champs. L'école est coupée de la vraie vie, de la réalité, et surtout des intérêts des élèves. Excusez-moi, monsieur le professeur, si j'ai toujours les idées ailleurs, et si j'aime les bras, si j'aime la forêt, c'est parce que vous m'avez défendu d'y grimper. Alors, il y a des propositions alternatives, mais elles ne sont pas explorées. Je ferais bien l'école si, au lieu de parler d'hier, on nous parlait un peu d'aujourd'hui, de demain. Mais de quoi je me mêle, moi, j'y connais rien. Pourtant, j'ai l'impression que j'apprendrai mieux, ce qui me touche un peu, ce que j'aime bien. C'est peut-être pour demain. Qu'est-ce que ce sera chouette? Alors, l'école, elle ne prépare pas du tout l'insertion sociale qu'elle promeut pourtant. Un beau matin, j'ai dû rendre mes billes. Après un dernier pédonné, je suis parti voir la gueule de la vie, on ne m'en avait jamais parlé. Elle me gavait comme une oie avec des matières indigestes que j'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le métier d'élève s'apparente à une sorte de rituel de conformation aux attendus de l'institution. Et donc, l'élève va se trouver dans l'impossibilité d'alimenter le sens qui pourrait justement, enfin, d'élaborer le sens qui pourrait alimenter son engagement et sans doute structurer son identité d'élève. Alors, le vécu, alors on rigole bien, c'est l'inverse de ce qui est dit dans la diapo. Hein. Le vécu du métier d'élève, qui est un vécu très difficile, dont déficit flagrant d'attractivité, morosité pesante, et des récréations qui traînent au milieu des journées sans fin. Ce n'est pas l'avenir qui t'entraîne, mais c'est la nuit qui te retient. Même si ta vie commence à peine, tu as déjà plus rien. Un ennui est généralisé, le temps scolaire est interminable, il n'y a pas de perspective d'avenir. Les journées se font longues derrière nos barreaux de chaises. On écoute les tic-tac dong, alors au diable le père Lachaise. Nous ne sommes pas ces hommes qui, le cul ancré dans leur chaise, regardent défiler leur vie. Et donc, c'est un quotidien de tristesse très récurrent qui prend les rêves au piège. C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Même si ta vie commence à peine, tu n'as déjà plus envie de rien. On est foutu, on est cerné, passer l'éponge ou la jeter? Vous passiez un bac G, un bac à bon marché dans un lycée poubelle, l'ouverture habituelle, des horizons bouchés. Votre question était, faut-il désespérer? Ce n'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chances d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
Alors, après le métier d'élève, le métier d'enseignant, qui, dans les chansons, a une place beaucoup plus réduite et marquée par une forte ambivalence, avec un poids très important des aspects négatifs, donc identité professionnelle saccagée, exercice professionnel corseté, et là encore un sens empêché, et un métier qui, d'autre part, est envisagé comme le levier privilégié qui va changer le monde, les élèves d'abord, mais le monde ensuite. C'est assez paradoxal. Alors, c'est un métier qui est socialement déconsidéré d'abord par l'État employeur, comme dans les plus hautes sphères, dans les plus hautes sphères couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain de la craie plein les mains qu'on prend pour des soufis. Au niveau local, dans un contexte proche, hein, et mon voisin, en me voyant, me dira, bande de fainéants, alors vous êtes déjà rentrés, vous ne savez pas ce que c'est de bosser avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur, et dire que je paie pour vos congés, et puis vous n'êtes même pas bronzé, sans copie en corrigé, 2-3 prosas, 8 cafés, mais j'entends quand même dire Wamba, et je ne compte même pas la sécurité de l'emploi, bande de surpayés, vous ne foutez rien de la journée. Tous les griefs habituels, vous les voyez, sont repris. Les entraîneurs travaillent peu, leur métier est facile, beaucoup de vacances, sécurité de l'emploi, et ils sont fonctionnaires, donc ils coûtent cher. C'est intéressant, hein, dans les discours de la campagne électorale en France, c'est assez intéressant. Alors, un métier qui est aussi étriqué, un métier qui est dépourvu d'ambition, qui semble empêtré dans la routine et même la naphtaline, hein. Imperturbable, il commençait, conditionnel, plus que parfait. J'aurais été que j'eusse été professeur de français. Il portait un par-dessus gris, un complément et un petit chapeau. Ainsi passait sa vie, entre le tableau noir, l'armoire et le bureau. Et tous les soirs, après les cours, il attendait son autobus, que je partisse, que je vécusse. Sa vie manquait d'amour. Il a fini sa vie, entre la gare Michard, ses gouttes et son sirop. Jusqu'à une sorte d'habitus professionnel. Et elle était petite et grisonnante, habillée et habile comme une gouvernante. Toujours la même dégaine avec son pull à laine, on sait qu'il est ainsi. Une routine qui va jusqu'à investir les désagréments du métier, puis qui banalise un peu ces désagréments. Alors, ils sont parfois minimes, mais lorsque les profs se font moquer, elle porte des lunettes, elle est prof de géographie, il y a des rimes avec son prénom, j'ai oublié. Mais les désagréments sont parfois un peu plus dramatiques. À 8 heures pile, il est entré à la classe, comme d'autres montent à l'échafaud. Tous les fous rires, les cris et les grimaces, le prof essuyait le tableau. Il essayait mais vainement de démontrer que notre terre est ronde aux élèves du premier rang. Sa vie n'était qu'une longue défaite. C'est un métier qui est aussi vidé de son sens et de ses perspectives, et en particulier, quand ce sont les enseignants qui parlent, c'est les caractéristiques des élèves qui déroutent les enseignants. D'abord, leur projet professionnel. 35 élèves cette année qui ont demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai 10 Zidane, 15 Amelbent et 9 Ouba. Un original qui veut faire un vigile et avocat. Et aussi à cause de leur connaissance initiale qui fait abandonner toute exigence au niveau de savoir. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Alors, ce métier qui génère un processus d'autodénigrement, hein, du métier, on retrouve chez Ferrat. J'enseigne aux petits merdeux les théories philosophiques. Je suis le marchand de culture, l'empêcheur de petits zéros, le petit besogneux pas cher, le pédagogue petit format. Je fais la leçon buissonnière et je deviens vieillard hideux, batelier de la rhétorique, en aidant les petits merdeux à rester des enfants de bourrique. Bon, ce dénigrement et le renoncement à toute forme d'installation, ça met l'action enseignante comme une action marquée par le conservatisme. Ils ne croient plus à leur métier, donc ils semblent avoir abandonné toute volonté de changer les élèves et de changer le monde. Paradoxalement, justement, après ce qu'on vient de voir, il y a tout d'autres couplets ou bribes de chansons qui vont insister sur les côtés positifs du métier avec l'idée de contribution fondamentale au développement de l'élève et à la réussite. Si je parle et j'écris, si je sais qui je suis, si j'explique et conçois, si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante et des mots qui dessinent, si mon esprit invente, si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez su nous montrer la voie
et sans vous avoir eu, on ne grandirait pas. Il souligne, enfin, d'autres soulignent l'engagement affectif qui est remarqué et la fonction sociale prépondérante qui renvoie à la rhétorique de la vocation. Hein. Il y a l'instinct du village, toute la vie, les gamins leur construire un lendemain. Et vous gardiez l'espoir, vous n'étiez que patience. Au-delà du devoir, vous nous faisiez confiance. Vous avez cru en nous. Quand personne n'y croyait, vous pensiez malgré tout qu'on allait tout donner. Et parfois, vous avez remplacé nos parents. Vous nous avez aimés comme on aime son enfant. Et jamais, non, jamais, vous nous laissiez tomber. Oui, jamais, non, jamais, vous nous abandonniez. Car c'est inscrit en vous, gravé dans vos entrailles, envers et contre tout, toujours vaille que vaille. Car aider un enfant, c'est aider l'univers. Et créer des parents de meilleurs pères et mères. Et les résultats, donc, s'avèrent déterminants, hein, au-delà même des enfants, jusqu'à l'humanité tout entière. Mais vous connaissez Goldman, c'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor, que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il s'y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, sa tâche, jour après jour, on pouvait dire de lui, il changeait la vie. Donc, après cette balade parmi les bribes de chansons, on a essayé de structurer ces trois principales catégories d'analyse en accordant déjà une place privilégiée à l'élève, notamment le métier d'élève, qui est déjà en termes de poids le plus important, qui est en interrelation avec le métier d'enseignant, qui l'est un petit peu moins quantitativement, avec une relation qui serait quand même ambivalente, à la fois la dimension affective et en même temps l'exercice disciplinaire. Mais cette interrelation, elle est quand même très fortement marquée, influencée par le cadre du système qui normalise, enfin qui met en œuvre des processus de normalisation puissants et qui maille en fait les territoires des métiers aussi bien de l'enseignant que de l'élève. Donc, ça fait un très modeste modèle du système scolaire, donc avec un cas institutionnel très prégnant, un métier d'élève qui occupe une place majeure, un métier d'enseignant qui occupe une place mineure, et sans doute une interrelation assez ambivalente. Alors, quelques mots de discussion pour terminer. Bon, déjà, on remarque que les deux métiers se caractérisent par la perte du sens. Et les processus de normalisation semblent fonctionner comme, fonctionnent comme des empêcheurs de construction de sens. Donc, on a une forme scolaire qui apparaît en rupture avec la vie des élèves, avec la vie des enseignants et avec la vie de la cité. Et en plus, cette forme scolaire, on sent de la part de l'institution un souci appuyé de maîtrise et l'école s'apparente à un contexte qui devient artificiel, construit pour l'école. Donc, l'institution impose à ses acteurs des règles qu'ils ne comprennent pas et sur lesquelles ils n'ont pas de prise pour les faire évoluer. Donc, la seule chose, c'est résister ou rejeter. On leur demande d'accepter le rituel qu'elle impose sans se questionner et sans le questionner, d'exécuter les tâches qu'on leur assigne en essayant de ressembler le plus possible pour l'élève au chouchou et pour l'enseignant à un fonctionnaire bien docile. Et en fait, ils sont prisonniers de ce cadre et de ce contrôle et se trouvent cantonnés aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève à un statut d'exécutant de tâches diverses qu'ils n'ont pas décidées et qui ne s'approprient pas. On a aussi le sentiment que l'institution scolaire, elle mobilise davantage d'énergie pour appliquer et faire respecter son cadre que pour poursuivre un projet innovant et ambitieux. En termes de savoir et de résultats, elle donne le sentiment de s'accommoder à un niveau d'exigence et d'ambition à la baisse qui semble dériver, en tout cas dans les chansons, plus ou moins lentement vers une école au rabais. On pourrait s'interroger sur la compatibilité de ce cadre avec les missions même de l'école, hein, les apprentissages, le développement, l'épanouissement, l'insertion sociale de l'élève, la diffusion des savoirs, l'autonomie pédagogique des enseignants, voire l'idéal d'esprit critique, d'émancipation et de projet social.
Il semble que ce cadre scolaire menace de neutraliser et d'atrophier ses missions au profit d'une stratégie privilégiée d'autopréservation de l'institution scolaire. Voilà les quelques. Alors, je vous ai mis quand même les textes des chansons, la liste des chansons. J'ai enlevé les références, ça changeait trop les diapos, mais voilà les chansons qui ont constitué le corpus. On trouve de tout, hein, entre Sardou et Brel, voilà. C'est assez varié, voilà. Vous les avez là, je vous les regarderai plus attentivement. Et voilà. J'ai terminé.